Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de revenir sur un des points du cours. C'est la première partie, on va dire, du cours après l'étude de cas. C'est la partie consacrée aux origines de la décolonisation. C'est une partie un petit peu compliquée, donc je vais essayer de reprendre point par point les différents éléments que j'ai fait apparaître sur la carte mentale du cours. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la décolonisation, donc on date les débuts de la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, avant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu avec l'étude de cas sur les Indes britanniques, eh bien, il existait déjà une contestation forte de la présence de la domination européenne en Asie ou en Afrique, et donc on a vu le cas en particulier du nationalisme indien. Néanmoins, on va dire que à partir de 1945, le contexte est très favorable à la décolonisation, c'est-à-dire il y a tout un tas de facteurs, il y a tout un tas de choses qui font que la volonté de ces peuples africains ou asiatiques de devenir indépendants, c'est-à-dire leur nationalisme, va s'affirmer, va se renforcer à partir de 1945, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi? Alors, premier élément, d'abord parce que il y a à cette époque-là un affaiblissement des puissances coloniales. Alors, pourquoi? D'abord, parce que les puissances coloniales sont quand même sorties affaiblies de cette Seconde Guerre mondiale. D'abord, ces puissances coloniales apparaissent comme faillibles. Elles ont perdu pour certaines d'entre elles à certains moments pendant la guerre. Je rappelle que la France se fait écraser en 1940. Des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas sont totalement envahis par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Et le Royaume-Uni, si il n'a pas subi une invasion allemande, le Royaume-Uni n'aurait jamais pu gagner seul la Seconde Guerre mondiale sans l'aide des Américains. Donc en gros, ces nations apparaissent aujourd'hui comme, en 1945 en tout cas, elles apparaissent comme vulnérables. Deuxième chose, c'est la question de la reconstruction. Une bonne partie des combats de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu en Europe, et donc vous avez une grande partie du territoire européen qui est détruite. Ici, vous avez une photo de Londres en 1945, hein, c'est le quartier autour de la cathédrale Saint-Paul, et si vous pouvez voir ici, vous avez tout, tout un tas de bâtiments en fait qui sont complètement rasés, d'accord, qui n'existent plus. Hein, si vous regardez, il y a des trous dans la ville. Ces trous, c'est tout simplement lié au bombardement. Donc il faut imaginer qu'en 1945, la reconstruction qui attend les puissances européennes, elle est gigantesque. En France, la situation est la même. Beaucoup de villes ont été bombardées, beaucoup de routes ont été détruites, des ponts énormément ont été détruits. Il faut reconstruire toutes les lignes électriques. Bon, le chantier est gigantesque. Donc du coup, la priorité à cette époque-là, en 1945, c'est peut-être la reconstruction avant de s'occuper des empires. Et puis aussi, les puissances européennes, pour certaines, en tout cas on va penser au Royaume-Uni, sont plutôt prêtes, on va dire, à écouter un petit peu ce qui se passe dans les colonies, parce qu'on n'a pas envie de refaire une guerre. Hein. On sort d'une guerre, on est épuisé de cette guerre, on n'a pas forcément envie de refaire une guerre, et ça concerne surtout les Britanniques, qui sont, je le rappelle, quand même la principale puissance coloniale. C'est eux qui ont l'empire le plus grand. Bon. Ensuite, il faut bien comprendre que la Seconde Guerre mondiale a eu un impact majeur sur la vie dans les colonies. Pourquoi? D'abord, parce que les colonies ont participé à la Seconde Guerre mondiale. D'abord en fournissant des soldats, c'est-à-dire que, on l'a vu dans l'étude de cas sur l'Inde, les Indiens ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même 1,5 à 2 millions de personnes. Si je pense par exemple aux troupes des résistants français, les FFL, les Forces Françaises Libres, vous avez une bonne moitié de ces troupes qui sont des troupes coloniales, donc qui viennent d'Afrique du Nord, du Maghreb, qui viennent des pays des colonies d'Afrique de l'Ouest. Et puis aussi parce que ces colonies, elles ont servi, comme on le voit sur ce document qui est une affiche de propagande britannique, elles ont servi également à fournir du matériel, des matières premières pour pouvoir faire la guerre. Donc ici on voit que c'est une affiche qui s'adresse, d'après les populations qui sont présentes sur l'affiche, à des travailleurs d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Donc on doit être dans les Indes britanniques, peut-être en Thaïlande, etc. Et on voit que en fait on a des travailleurs à qui on demande de travailler là dans les plantations
de caoutchouc, d'arbres à caoutchouc, parce que le caoutchouc il est essentiel au fonctionnement des différentes machines dont on a besoin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, pour ces colonies, ou en tout cas pour les Asiatiques ou les Africains qui ont participé à la guerre, on a un peu le sentiment que on aimerait bien avoir un retour par rapport aux efforts qu'on a réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale. On a versé notre sang, on aimerait bien maintenant que vous, Européens, vous fassiez des concessions et pourquoi pas que vous nous donniez l'indépendance. Il ne faut pas oublier également que pendant cette Seconde Guerre mondiale, il y a plusieurs colonies, comme j'avais marqué ici, plusieurs colonies qui vont être occupées. En particulier, vous avez toutes les colonies asiatiques, quasiment une bonne partie des colonies asiatiques qui vont être occupées par les Japonais. Donc les Japonais, eux, vont diffuser une propagande anti-européenne. Donc du coup, lorsqu'en 1945, les Japonais partent, en quelque sorte, pour les Asiatiques, on n'a pas envie de revoir revenir les Européens. Ensuite, il faut bien comprendre que les Américains, eux aussi, sont très favorables à la décolonisation, en tout cas lorsque les Américains, les troupes américaines sont présentes en Afrique du Nord, ils sont très favorables au nationalisme en Afrique du Nord, donc eux aussi vont dans ce sens-là. Et puis il faut rappeler également une chose importante. En 1941, le président des États-Unis, Roosevelt, et le Premier ministre britannique se rencontrent dans l'Atlantique et ils signent un texte qui s'appelle la Charte de l'Atlantique. Donc on est en 1941. Et l'article 3, donc vous avez ici surligné en rouge, l'article 3, voilà ce qu'il dit. Il respecte le droit qu'a chaque peuple de choisir la forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre. Il désire que soient rendus les droits souverains, le libre exercice du gouvernement à ceux qui ont été privés par la force. En gros, ça veut dire quelque chose d'assez simple. Chaque peuple a le droit de choisir comment il est gouverné et par qui il est gouverné. Donc ça, en premier lieu, ça s'adresse bien entendu aux peuples européens qui sont dominés par les nazis à cette époque-là, en 1941, mais finalement, ce droit des peuples, il peut très bien s'appliquer aussi aux Africains ou aux Asiatiques. Et donc ce texte, on va en entendre parler dans les colonies, et donc du coup ça suscite un certain espoir. Tout ça pour arriver à la deuxième idée, c'est l'appui des superpuissances. En fait, en 1945, les puissances européennes sont affaiblies, on l'a vu ici, et donc on a deux grandes puissances qui apparaissent, les États-Unis et l'URSS, et ces deux pays, eux, sont très favorables à la décolonisation. Donc on l'a dit, en 1941, le président des États-Unis clairement s'affiche comme quelqu'un qui est favorable à la décolonisation. Ici, vous avez l'extrait d'un texte, en tout cas d'un propos prononcé par Roosevelt, justement, qui dit que ne pas libérer sur toute la surface du globe les peuples soumis à une politique coloniale est rétrograde, c'est-à-dire en gros il faut décoloniser. Même chose pour l'URSS. L'URSS traditionnellement est anti-impérialiste, c'est-à-dire est opposé aux empires, et donc vous voyez dans ce texte c'est très clair, l'URSS est le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations, un adversaire de l'oppression et de l'exploitation coloniale. D'accord ? Donc en gros, les États-Unis et l'URSS vont jouer de toute leur influence à partir de 1945 pour faciliter la décolonisation. Autre facteur qui joue dans ce sens-là, qui va dans ce sens-là, c'est la création de l'ONU. Donc l'ONU, je rappelle, l'Organisation des Nations Unies, qui va reconnaître l'existence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'il y avait dans la Charte de l'Atlantique, cette idée que chaque peuple peut décider comment et par qui il est dirigé. Eh bien, l'ONU, qui en fait partie, et qui théoriquement doit reconnaître du coup ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont les puissances coloniales, c'est-à-dire que la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, tous ces pays-là qui ont des colonies sont membres à part entière de l'ONU. Et la France et le Royaume-Uni sont des membres influents à l'ONU. Donc théoriquement, ce sont des pays qui devraient s'engager à respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mis en avant par l'ONU. Et ensuite, ce qui, depuis finalement le début de la colonisation, entretient les nationalismes, c'est-à-dire le fait que des Asiatiques ou des Africains veulent devenir indépendants, ce sont les inégalités, des inégalités extrêmement fortes. Donc je vous avais proposé dans le cours de regarder ce tableau sur l'Algérie en 1954, je vais le reprendre avec vous. Dans ce tableau qui était le suivant, on se rend compte, donc c'est la situation en fait de l'Algérie juste avant le début de la guerre d'Algérie. On se rend compte qu'il y a une majorité de musulmans, donc en gros une majorité d'Algériens. En gros, on a
plus ou moins 10% de Français et Européens, parce qu'il y a également aussi des Belges, des Italiens, des Espagnols, etc., qui vivent en Algérie, mais bon, majoritairement des Français. On voit en gros, pour faire simple, on a 10% de Français, 10% d'Européens, 90% d'Algériens. Et on se rend compte, quels que soient les chiffres qui sont proposés dans ce tableau, on se rend compte qu'il y a quand même un écart de niveau de vie qui est quand même relativement important. Si je regarde juste deux chiffres qui, à mon avis, sont intéressants, le taux de mortalité infantile et le salaire journalier. Taux de mortalité infantile, donc c'est la mortalité des enfants entre 0 et 2 ans. C'est un assez bon révélateur de la qualité de vie. On regarde 46 pour 1000 pour les Européens, 180 pour 1000 pour les Algériens. Donc c'est très clair si vous voulez, c'est-à-dire les conditions de vie ne sont pas du tout les mêmes. Les Algériens vivent beaucoup moins bien. Ensuite pour le salaire journalier, c'est-à-dire à travail égal, ben là on n'a pas un salaire égal. Vous voyez, c'est du 1 pour 3. C'est-à-dire quand un Français gagne 3, en 3 francs, l'Algérien en gagne 1 pour le même travail. Donc si vous voulez, ces inégalités, elles deviennent de plus en plus insupportables pour la population colonisée. Ils n'ont quasiment aucun droit politique, c'est-à-dire on n'a pas la liberté d'expression, on n'a pas le droit de vote, la liberté d'opinion est extrêmement contrôlée, économiquement on doit subir des impôts importants, au niveau de la loi, quoi qu'il arrive, on est inférieur par rapport aux Européens, donc du coup c'est quelque chose qui est très dur. Donc dans ce contexte-là, avec toutes ces causes-là qu'on vient d'identifier, eh bien les nationalismes, donc cette volonté d'un peuple de devenir indépendant, va se renforcer de manière très importante à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc dès le début, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des manifestations nationalistes de plus en plus fortes. Ici par exemple, alors ce sont des planches de bande dessinée que j'ai extrait de ce livre qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie, c'est une bande dessinée qu'on a au CDI. Dans cette bande dessinée, on est à Sétif, le 8 mai 1945. Donc Sétif, c'est en Algérie, c'est une des grandes villes d'Algérie. Le 8 mai 1945, j'espère que ça vous dit quelque chose. Donc on est au moment de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et donc on voit que ce jour-là, à Sétif, donc c'est une colonie française, en Algérie, il y a des manifestations pour célébrer la victoire. D'accord ? Donc ici on a un colon français qui parle et dit en gros les autorités leur ont accordé la possibilité de manifester pour la victoire tant qu'ils ne réclament pas l'égalité des droits et que leur drapeau reste bien rangé, il n'y aura aucun problème. Sauf que durant cette manifestation en fait qui devait célébrer la victoire contre les nazis, cette manifestation va dégénérer en manifestation pour l'Algérie indépendante. Donc vous avez des manifestants qui sortent des drapeaux algériens et qui crient, comme vous le voyez ici, des propos nationalistes, et ça va dégénérer. Je vous passe maintenant une petite vidéo justement qui évoque ce qui s'est passé à Sétif le 8 mai 1945, et puis après je vais commenter la vidéo avec vous ensuite. Je vous passe ça. Le 8 mai 1945, ce sont aussi les premières émeutes en Algérie qui réclament l'indépendance. Et le massacre de plusieurs milliers d'Algériens commença dans le Constantinois, à Sétif. 15 000 personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la victoire avec, aux côtés du drapeau français, le drapeau algérien et des banderoles. Les autorités françaises demandèrent de retirer ces signes d'indépendance. C'est le début d'une bousculade qui vire à l'émeute. Au total, 20 000 morts algériens. Sétif, c'est sans doute le massacre qui débouchera 10 ans plus tard sur la guerre d'Algérie. Bernard Lebrun, Bruno Vignier. Voici quelques très rares images d'archives de la répression des manifestations dans le Constantinois, diffusées aujourd'hui par la télévision algérienne. 8 mai 1945, Messali Hadj, leader nationaliste, est emprisonné. Toute la région brandit le drapeau au croissant et à l'étoile. Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens. Donc en gros, la manifestation dégénère. Des Européens, des Français sont pris à partie, sont attaqués, donc une centaine de morts. Dans les jours qui vont suivre, l'armée française, la police française vont répliquer. Et là, alors bon, les chiffres sont très variables. Bon, aujourd'hui, les historiens auraient plutôt tendance à parler
de 10 000 morts, bon, ce qui n'empêche le fait que ce soit un chiffre extrêmement important. Donc ça, il y a vraiment cette idée de, en gros, on ne veut pas entendre parler des revendications nationalistes, on ne veut pas entendre parler d'indépendance. Nous, puissance européenne, en particulier la puissance française, on est affaibli, du coup on veut garder notre empire quoi qu'il arrive, et on est prêt à faire usage de la violence. Je vous passe la suite. Aux actualités cinématographiques, pas un mot des émeutes de Sétif. Il était juste en effet que celui qui, aux heures tragiques, À cette époque en France, on est très colonial. On dit encore que la France est un pays de 100 millions d'habitants avec son empire. Seul geste de la métropole après-guerre, Paris renvoie en Algérie avec les honneurs les corps de ses soldats d'outre-mer. Les pionniers de l'indépendance algérienne, Messali Hadj, tout comme Ferhat Abbas, député de Sétif, ont compris. Les Algériens, malgré leur contribution à la victoire, ne seront jamais français. Donc ça, c'est une énorme déception en fait pour beaucoup de nationalistes. C'est-à-dire qu'ils pensaient que vraiment en 1945, la France en particulier ferait des concessions. La France en fait est peu encline à faire des concessions à ce moment-là. Du coup, en fait, les nationalismes vont se renforcer. Et ce qui amènera finalement, en particulier dans le cas de l'Algérie, à la guerre d'Algérie quelques années plus tard. Donc voilà à peu près ce qu'il faudra retenir, ou en tout cas comprendre sur les causes de la décolonisation. Voilà, merci.